Il a fait les belles années d'OLTV, il est l'homme à qui l'on doit la devise « L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux ». Vous pouvez le retrouver dès à présent sur W9 après chaque journée d'Europa League dans l'émission 100% foot. Batruza est notre invité de cette première partie de ce tout premier Social Good Show. Salut Bart. Salut. Merci encore une fois Bart de répondre à nos questions, c'est super gentil. Avec plaisir. Après avoir répondu à nos questions d'ailleurs sur le derby la semaine dernière, qui d'ailleurs a fait beaucoup réagir, on va justement revenir sur ce derby. On t'a longuement vu revenir sur ce match, notamment sur Twitter. Tout d'abord, qu'elle fait du bien celle-là. Elle fait vraiment du bien pour les Lyonnais. Alors, elle fait du bien pour deux raisons, parce que voilà, la rivalité historique et régionale entre Saint-Etienne et Lyon est plus approuvée. Sur le terrain, il n'y a pas eu de match, parce qu'on a dominé la tête et les épaules la rencontre. Physiquement et psychologiquement aussi, puisque j'ai trouvé qu'on était nettement plus fort dans les têtes. Et puis il y avait 2 classes d'écart entre les 2 équipes et ça fait du bien, parce que battre une équipe largement, on est toujours content lorsqu'on est supporter de tel ou tel club, et en particulier de l'Olympique Lyonnais si on parle de moi, mais battre à l'extérieur Saint-Etienne par 5-0, et s'il y avait eu 6 ou 7, c'était la même chose. C'est un vrai plaisir et c'est un vrai kiff. Et surtout que ça faisait 4 ans qu'on attendait une victoire là-bas en terre ennemie, quoi. Et le fait voilà, on était sur une mauvaise série qu'on a, je trouve, réparée via cette victoire insolente, parce que vraiment, c'est pas le cœur du supporter qui parle. Hein. Si je prends du recul, voilà, n'importe quel amateur de football a vu et a compris que on joue pas dans la même cour avec Saint-Etienne. En tout cas, c'est. Oui, c'est sûr, notamment au niveau du jeu aussi. Voilà, il y a clairement une différence. D'ailleurs, elle a toujours existé entre les deux. Oui, voilà. Enfin, là, c'est sur les 20 dernières années, Lyon est vraiment supérieur, contrairement à une époque où moi j'ai pu, quand j'ai commencé à m'intéresser au foot, on prenait des brevets contre Saint-Etienne. Maintenant, ça fait, il y a plus du tout ça, quoi. Lyon domine très largement l'ennemi stéphanois. Même si depuis 2-3 ans maintenant, les équipes veulent se faire respecter à domicile. On le voit d'ailleurs. Lyon gagne chez elle, Saint-Etienne aussi. Les deux équipes vraiment se contiennent petit à petit ces dernières saisons. Ouais, c'est vrai que peut-être que la marge est un peu moins grande, mais vraiment, si on fait le bilan des derniers derbys, franchement, il n'y a pas photo. Et je dis pas ça encore une fois, hein, parce que je suis supporter. Moi, je préfère. Parfois, il m'arrive de regarder Saint-Etienne en championnat. Non, mais on se fait chier. Faut être solide. Hein. On se fait chier, oui. Voilà, je me fais. D'ailleurs, sur cette rencontre, je pensais que Saint-Etienne allait montrer un visage, son meilleur visage, et en définitive, on s'est rendu compte qu'ils ont très vite lâché la rampe. Et cette équipe, moi, franchement, je suis inquiet pour Saint-Etienne, hein, parce que c'est quoi leur point fort? Ah, mais bien sûr. Alors, il leur manquait beaucoup de joueurs. Je suis d'accord sur le dernier, pas des moindres. Mais leur point fort, c'est quoi précisément? Je comprends pas, hein, vraiment. Et on s'en rend compte finalement, c'est là où Galtier avait sa patte dans les derbys, quoi. Il savait booster cette équipe malgré les défauts qu'elle avait. Il avait surtout, je pense que Galette avait surtout compris que le derby, il l'avait appris à Lyon. Voilà. Parce que il avait repris les ingrédients lyonnais, il les avait mis à la sauce ça avait d'ailleurs plutôt bien marché. Hein, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est pas le même sport entre Lyon et Saint-Etienne. Et encore une fois, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est un constat. C'est pas un peu ce qu'on regrette cette saison, c'est que finalement, il y a peu de joueurs formés au club. Que ce soit à Lyon ou à Saint-Etienne, les joueurs n'ont pas les valeurs du derby. Et l'animosité, j'avais l'impression, moi en tout cas, elle n'était pas vraiment la même cette saison. Est-ce que tu as ressenti ça aussi? Je sais pas, non, j'ai trouvé. Alors côté lyonnais, côté stéphanois, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Mais côté lyonnais, j'ai trouvé que voilà, il y avait cette envie, cette dynamique, cette percussion et cette détermination qui ressemblait à un derby comme je les aime. Non, franchement, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu que les joueurs se sentaient pas concernés au regard finalement, du fait qu'ils ne soient pas dans l'ambiance générale, finalement. Après, c'est peut-être parce que Saint-Etienne a vite déjoué le match, mais c'est plus, il n'y avait pas la même ferveur cette saison autour de ce derby. Mais en tout cas, je reviens sur ce que tu as dit. Les cadres comme Lopez, Fekir ont dû vraiment booster les nouveaux qui sont arrivés cette saison, quoi. Ils ont bien joué leur rôle. Absolument, ils ont joué
ils ont joué leur rôle d'enfant du cru et la rencontre de dimanche. Moi, franchement, j'ai senti des joueurs très très concernés par le derby. Même s'ils n'ont pas été fermés à Lyon, et pour un certain nombre d'entre eux, ils sont même arrivés cet été. Ouais, c'est clair. On sait que Mariano, c'est vraiment un bulldog sur le terrain, et il a tout donné, et vraiment, c'était vraiment des 11 gardiers. Sur le terrain. De toute façon, pour moi, il n'y a pas eu de joueurs qui n'ont pas été bons durant ce derby. Il y a eu des joueurs qui ont été exceptionnels. Je pense à Fekir notamment, et puis les autres ont fait leur rencontre et ont rendu une copie plus que correcte. Ok, on va revenir maintenant sur les incidents qui ont longuement fait débat, notamment sur la chaîne Canal+. Donc, regrettes-tu, toi, que les incidents aient longuement été plus partagés que finalement la victoire historique, quoi? On a plus parlé de ces incidents que la victoire en elle-même, alors qu'elle est historique. Non mais alors, moi sur les incidents, pour moi c'est le bal des faux culs, parce que il faut quand même être clair, Fekir il n'a pas fait un doigt d'honneur, ni un bras d'honneur. Bien sûr. Fekir il a marqué un but alors qu'il s'est fait découper durant tout le match, et ça a démarré au bout de 5-10 minutes, il commençait à prendre des coups, il a fêté son but, et on incombe à ce joueur une responsabilité, mais la responsabilité c'est l'organisation qui est mauvaise, puisque finalement le vrai problème c'est les supporters qui sont rentrés sur le terrain, c'est les supporters qui ont mis des fumigènes en début de rencontre, le match a été arrêté tout de suite. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, le problème, c'est Fekir qui fête son but. Bien sûr. Gueule, ou quoi? Bien sûr. Et surtout que cette célébration... On a décalé le problème. Le problème, il n'est pas... Si on peut plus fêter son but, eh ben, on va à l'opéra. Hein. Finalement, on s'aperçoit que l'objectivité dans certaines chaînes, elle n'existe pas, quoi. Enfin... Je sais pas. Je suis pas sûr que Stéphane Guy. Je suis pas sûr que Stéphane Guy, qui a animé le débat. Franchement, c'est lui c'est de lui que tout part ce débat-là. Mais je comprends pas. Je pense pas qu'il aurait dit la même chose sur Ronaldo, personnellement. Sur Ronaldo, Messi, la célébration, bizarrement. Franchement, j'en sais rien, mais il faut quand même pas oublier que Fekir a enlevé son maillot pour fêter son 5e but. Je veux dire, si on peut plus montrer sa joie d'une manière neutre, et parce que pour moi, c'est pas de la provocation. Bien sûr. Il n'a pas été devant le COP en faisant des doigts d'honneur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Il a montré son amour. Peut-être que c'était maladroit, parce que voilà, ils avaient pris une déculottée pas possible et qu'il fallait pas en rajouter. Là-dessus, je suis prêt à discuter. Mais de là à dire que ce garçon doit être éventuellement pénalisé, je parle de Fekir, et qu'on puisse envisager éventuellement que finalement les débordements sont dus à Fekir, les débordements sont dus à une mauvaise organisation, parce que les supporters n'ont pas rentré sur le terrain comme ils l'ont fait, n'ont pas à mettre les fumigènes. Moi, quand je vais au Groupama Stadium, il me faut une fouille anale. Tellement il y a un moment où il faut arrêter. Bien sûr. Voilà, les responsables pointés du doigt ne sont pas les joueurs de l'Olympique Lyonnais en particulier. Je suis d'accord. Les responsables, c'est les gens qui laissent faire des choses qui sont intolérables en 2017, et on incombe la faute à Fekir, mais c'est déplacer le problème, ça. Exactement. Quand Romeyer qui dit qu'il aurait dû prendre un carton, Fekir, avant même les incidents, pour un comportement qu'il a trouvé lui incorrect, mais alors sur le tacle que prend Fekir en deuxième mi-temps, le joueur, il faut le brûler sur la place du marché. Alors comment on fait? Non mais voilà, moi ça me rend fou. Alors je suis un peu passionné, mais je comprends pas qu'on puisse. En fait, c'est autant d'ignorance et de bêtises, ça me fatigue. C'est ça. C'est que, et en plus, je veux revenir sur un truc qui est important. Beaucoup de supporters stéphanois ont soutenu Fekir après. Mais je leur tire mon chapeau. Bien sûr. Franchement, je leur tire mon chapeau. Parce que c'est bien, ils ont tout compris. Mais parce qu'on se met à leur place. Eux, ils se mettent à notre place plutôt. Ils se disent, mais si un de nos joueurs fait ça au Groupama Stadium, mais c'est la légende. On lui fait une statue. C'est une statue. On lui fait une statue, ouais. Au final, voilà, c'est l'essence du derby. En plus, je veux rajouter un truc, c'est que Fekir, les derbys, il les vit depuis ses premières classes. Il attend un but contre cette équipe depuis ses premières classes. Et là, le fait de mettre une fessée à Saté, et en plus, c'est lui qui en est la grande importance de ce match, c'est lui qui a beaucoup influencé sur ce score, et bah finalement, c'est la délivrance, quoi. Et voilà, on comprend le geste, parce que il a l'âme du derby, il représente le derby. C'est ça. Et en plus, il est capitaine, quoi.
Non, mais tu as 1000 fois raison et je te suis dans ton raisonnement. Et vraiment, je me répète. Mais ce qui me fatigue, c'est comment on a pu déplacer le problème. On a déplacé le problème. On met la faute sur Fekir, mais c'est une plaisanterie. Voilà, c'est. Fekir, il n'a rien fait. Ah, bien sûr. Fekir, il n'a rien fait. Et encore une fois, on montre notre soutien encore une fois à Fekir parce que vraiment c'est désolant d'en arriver là, quoi. Mais moi, je montre mon soutien, je vais même plus loin. Je montre mon soutien au football et au spectacle et à la joie et au partage et au foot. C'est ça le football, c'est ça. Mais depuis quand on ne peut pas montrer un maillot maintenant, on va plus pouvoir courir avec les mains en l'air. Alors ça peut être de la provocation si on va par là. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? C'est ça. Ouais, franchement, moi c'est quand tu dis que tu adresses ton soutien, et j'ai compris ton message, mais moi j'adresse un soutien aux amateurs de football et de spectacle. Moi quand je suis debout sur mon canapé, que ça soit pour Lyon, quand je vois une très belle action et quand un joueur fait quelque chose d'énorme, ça me remplit de joie. C'est ça le ballon. Ah bien sûr. Football. Et certaines personnes comprennent pas. Certaines personnes, ouais. Je voulais continuer. Ouais. Certaines personnes comprennent pas en fait l'importance du derby. On n'a tellement pas l'habitude d'avoir des rivalités en France, et me parlez même pas de Marseille-Paris qui n'en est pas une, que finalement ils savent pas ce que c'est un derby, ils savent pas tout ce que ça compte pour les supporters, et finalement ça c'est rien, c'est que de l'animosité qui existe depuis des années dans des derbys comme ça. Voilà, et encore une fois, tu parles de tension, je veux dire, le geste de oui. Il n'a pas, voilà, oui, bien sûr. Il n'a pas à provoquer un envahissement du terrain. Bien sûr. Quoi, mais ça va pas, non? Ça, ouais. Bien sûr, ça allait. Voilà, cette histoire m'a vraiment fatigué. L'autre fois, dans notre interview d'avant-match, on parlait des joueurs qui avaient marqué l'histoire des derbys. Tu nous avais cité Govou notamment. Est-ce que Fekir maintenant en fait partie? Ah, mais non seulement c'est parti, et on parlera de ce match pendant de nombreuses années, et le geste de Fekir restera gravé comme dans l'histoire du derby, évidemment. On en parlera dans 10 ans. Hashtag une statue pour Fekir. 2 statues. 2 statues. Pas qu'une seule. C'est vrai. Elle irait bien d'ailleurs à côté des Lions au Groupama Stadium. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour en parler au président. C'est vrai. Revenons maintenant sur le début de saison des Lyonnais. Comment toi analyses-tu cette première partie de saison finalement? Alors moi, c'est très curieux parce que c'est la première fois depuis que je suis l'Olympique Lyonnais et que les réseaux sociaux existent où certains supporters ont été très violents avec moi, notamment sur Twitter, parce que j'ai très vite pris la défense de Bruno Genesio. Et il faut quand même se souvenir que dans le football, tout va très vite, puisque au mois de septembre, il fallait le virer, et aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Donc c'était la première fois où je rentrais un petit peu en conflit avec ma famille, parce que moi, je ne me dispute pas avec les gens qui portent le même maillot que moi, mais là, pour le coup, il y avait un certain nombre de personnes qui ont été très dures avec moi sur Twitter, en m'expliquant que Bruno était une quiche et qu'il fallait le virer. Moi, j'ai toujours défendu, et je le défendrai encore longtemps. Certains m'ont dit que c'était dû à mon amitié de longue date avec lui. C'est vrai, bien sûr que c'est un copain depuis longtemps et que par définition, on lâche pas ses copains lorsque ces derniers sont dans la difficulté. Mais c'est surtout parce que je pense qu'il est compétent et qu'il a récupéré une équipe cet été avec un recrutement très fort, c'est-à-dire qu'il y a eu des départs très très importants et des paris sur des joueurs qui avaient du potentiel. Donc tout ça, ça se construit. Donc il fallait lui laisser un petit peu de temps. Aujourd'hui, ça rigole. J'espère que ça va rigoler encore longtemps pour Bruno. Ouais. Après, tu perds Lacazette, tu perds Tolisso, tu perds Valbuena, tu recrutes des joueurs qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, je pense à Mariano, jamais joué à haut niveau ou presque, qui ont un CV vraiment très très petit. Traoré, c'est un pari que tu fais quand tu l'achètes. Tu prends des joueurs comme Ndombele, tu prends des joueurs comme tu fais rentrer Aouar, tu le mets dans le grand bain. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de paris. Donc ça, il faut du temps. Il faut du temps, et le temps dans le football, il n'y en a pas. Et donc, est-ce que pour toi justement cette nouvelle ère à Lyon, ces nouveaux joueurs, doit-elle se construire autour de Genesio sur le long terme? Pour moi, de toute façon, je vais te répondre de manière très pragmatique. Si ça marche, on dira que Bruno est un excellent entraîneur. Voilà. Si ça marche pas, c'est l'essence du foot. C'est l'essence du foot. C'est une éternelle remise en question. Moi, bien sûr. Ouais.
bien sûr que j'ai beaucoup d'affection et je trouve que Bruno a du talent. Après, si ça marche pas, je ferai comme tout le monde. Je dirais à un moment, voilà, même si je l'aime bien, je dirais, ça marche plus, il faut changer. C'est voilà. comme ça. C'est le football. Le foot est un éternel plutôt recommencement. C'est ça. On va parler un peu des ambitions de l'OL cette saison. Qu'ambitionnes-tu, du coup, comme objectif pour l'OL cette saison? Franchement, le Paris Saint-Germain, on joue pas le même championnat. Ouais. Pour moi, ils sont pas. Certains pensent qu'on peut être champion. Moi, j'y crois pas. Ouais. Franchement. Maintenant, terminer deuxième et au pire troisième, ça me paraît dans les cordes de l'Olympique Lyonnais. Et c'est l'objectif d'un grand club. Et l'Olympique Lyonnais, c'est un grand club. Donc, pour jouer dans la cour des grands, il faut faire partie des meilleurs. Et pourquoi pas viser une coupe nationale? Bien sûr, c'est évidemment que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue sont des coupes qui sont intéressantes et je sais que l'OL va les jouer parce que c'est pas dans l'ADN du club de laisser tomber telle ou telle compétition. Après, il y a l'Europa League, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler. On ne sait pas quels clubs seront reversés. J'ai vu que Naples, par exemple, pourrait être éventuellement reversé en Europa League si ça tourne mal. Sur le papier, pour moi, c'est la meilleure équipe et de loin s'il devait être reversé en Europa League. C'est pas le cas d'ailleurs, si jamais ça se fait. Et en parlant d'équipe, justement, cette saison, on a un sacré quand même effectif, hein, avec des bons paris qui sont en train d'être mis en forme. Notamment sur celui de Marino. Vraiment, c'est un bon pari du club. Quel est ton 11 type avec notre effectif cette saison? Le 11 type avec, on a aujourd'hui la possibilité, par exemple derrière, on a beaucoup de possibilités. La charnière centrale aujourd'hui, si Marcello paraît être l'homme de la situation, entre Diakabi et Morel, on peut discuter. Sur les côtés des joueurs de couloir, on en a à l'appel. On a au milieu Diop. Moi, j'ai des très bons échos de ces matchs en CFA qui va arriver aussi. Le 11 type, c'est très compliqué parce que le football, généralement, c'est une animation et les animations, elles peuvent être différentes au regard des équipes que tu rencontres. Donc, un 11 type de base, franchement, j'en ai pas. Ouais. Et puis, je me permettrai pas, chacun son boulot. Après, j'ai mes préférences aussi, mais tous les supporters sont des sélectionneurs. Hein. Bien sûr. Mais est-ce que ton équipe tournerait autour de Fekir? Ah oui, mais ça, c'est incontournable. Tu peux pas, le chef d'orchestre, tu peux pas le changer. C'est ça. Et est-ce que Aouar, je pousse la question un peu plus loin, est-ce que Aouar ferait partie moi, il me bluffe parce que c'est un joueur qui a quand même été formé pour jouer en 8 ou en 10. Aujourd'hui, tu le mets dans la défense, il fonctionne. Tu le mets couloir, ça va. Il nous fait un peu penser à Tolisso. Dans le sens où il est très polyvalent. À Tolisso. Dans le sens où c'est des joueurs qui n'ont pas forcément débuté à leur poste, mais que finalement, peu importe le poste où tu le mets, il sera bon, quoi. Il fait le taf. Ouais. Il fait le taf. Après, il fait même plus que le taf. Et puis il aime tellement le football, il comprend tellement le football, il sait tellement le football. Il respire le football. C'est des joueurs de foot comme on aime. C'est agréable. Il jouerait dans une autre équipe, je prendrais plaisir à le regarder, franchement. Ah, mais évidemment. C'est comme Fekir, hein, voilà. Ça sent le ballon, tu vois. Je te parlais de se mettre debout sur le canapé, c'est ces joueurs-là qui prennent le cul du canapé quand je regarde un match. Hein. C'est clair qu'ils nous régalent et j'espère que ça va durer. En tout cas, ils postulent pour le meilleur titre, on l'espère, de meilleure pépite cette saison en Ligue 1. Il sera pas loin il sera pas loin de la vérité. Il sera pas loin. On va terminer par une tribune libre. Je te laisse dire ce que tu veux sur l'OL en quelques secondes, quelques mots. Ce que je voudrais dire, c'est que vraisemblablement les gens qui écouteront ce podcast sont des supporters de l'Olympique Lyonnais. Je voudrais leur dire qu'ils ont tout mon respect parce que être supporter, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui se vit, qui se sent, ça fait souffrir par moments, c'est de la jouissance, c'est des larmes. Et je voudrais leur dire que je suis de leur famille et que lorsque je suis parfois attaqué, lorsque je défends par exemple Bruno Genesio, j'en parlais tout à l'heure, ça me peine parce que quand on joue pour une équipe, c'est le cas de le dire, faut pas marquer des buts contre son camp. Donc j'ai aucun intérêt moi de dire telle ou telle chose qui pourrait desservir le club. Le club aujourd'hui, j'ai 48 ans bientôt. Je le vis comme si j'avais 15 ans parce que c'est comme ça, c'est ma vie. Et j'ai pas d'explication. Parfois c'est trop, je m'en rends compte. Mes amis me le disent. Tu vois,
je le sens ça. Mais c'est comme ça, je suis comme ça, je suis supporter. L'OL représente beaucoup pour moi, énormément. Et c'est une chance merveilleuse que d'avoir un club qui a grandi, parce que quand moi je commence à supporter l'Olympique Lyonnais dans les années milieu des années 80, ou même un petit peu avant, voilà, c'est un club de seconde zone, et le président Olas arrive et fait de ce club un monstre en Europe. Alors, on n'a pas gagné grand-chose au niveau européen, on n'a même rien gagné. Mais voilà, c'est un club formidable et c'est une formidable raison d'être heureux. Ah, justement, je voulais terminer par cette devise, tu m'as devancé. Donc, est-ce que tu peux nous dire la devise? Les supporters qui écoutent ce podcast, ils ont mon soutien et mon amitié. Ok, donc on va terminer. Est-ce que tu peux la dire entièrement que l'OL? Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Tape sur le cœur. C'est ça. Merci beaucoup Bart pour cette interview. Mais je t'en prie. Et je pense que tes propos vont faire plaisir aux supporters. Parce que, comme je te l'ai dit, ils ne t'oublient pas et on sait ce que tu as fait pour le club. Mais moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est le club qui a fait beaucoup pour moi et je n'oublie pas les supporters non plus. Crois-moi sur parole. Voilà, le message est passé. Merci Bart. Et à la prochaine. À la prochaine, avec grand plaisir. Merci. Soyez forts les gars. Merci, ciao ciao. À bientôt. Ciao.